Chers amis, merci bien sûr à Paul Marty et à Maxime de Velay-Maurice et Jean-Philippe Landam pour leur approche experte et complémentaire qui nous permettent de mieux appréhender les défis du temps et les solutions que nous sommes en mesure d'apporter ici à Fos-sur-Mer. Désormais, on ne peut plus jouer avec nos vies. On ne peut plus jouer avec notre planète. À l'échelle d'une modeste vie d'homme, la mienne, j'ai vu le climat changer, les hivers rudes se faire plus rares, les étés devenir plus longs et plus brûlants. Et pourtant, ce n'est qu'une vie d'homme, une nanoseconde dans l'histoire de la Terre. Cette nanoseconde contient déjà des bouleversements de nature à penser que les choses s'accélèrent et que ce rythme exceptionnel ne projette plus les grands drames à un futur incertain. Ils sont devant nous si nous ne réagissons pas. Après des décennies d'omerta, de politique de l'autruche ou de mauvaise foi, le constat est partagé par tous. La COP21, les accords de Paris en 2015 ont à cet égard été un jalon historique et la France a retrouvé à cette occasion le rôle de leader qu'elle a su tenir par le passé. Ce que nous avons fait pour les droits de l'homme, être un phare de civilisation, un modèle mondial, nous pouvons le faire pour le climat et la transition industrielle. Osons à nouveau être ce peuple pugnace et courageux, porteur d'une aube nouvelle. Nous pouvons l'être. Il y a deux manières de réagir face au danger, se cacher ou l'affronter. L'une des réactions la plus simple, la plus instinctive, consisterait à décréter qu'il ne faut rien faire, sinon attendre la fin, que nous sommes impuissants, condamnés à décroître, à décliner, à disparaître. Certains proposent même d'attendre une résilience de la nature, elle-même aux dépens de l'homme. L'autre réaction est plus compliquée, plus audacieuse. Elle nous assigne à nous réinventer, à nous adapter pour durer, à montrer notre capacité à évoluer et à dépasser notre intérêt individuel pour penser collectif. C'est là qu'entre en jeu le génie humain, l'innovation et la volonté, non pas de s'imposer au monde, mais de répondre aux messages qu'il nous envoie. Dès lors, l'industrie entre dans le cercle vertueux de la décarbonation. Si la décarbonation a des fondements durables et moraux, elle a dû entrer dans les projets, au tout début par effraction, par le prisme de la fiscalité et de la réglementation. La taxe carbone a incontestablement accéléré les synergies entre industriels pour réutiliser le CO2. Elle a également placé les équipes de recherche et de développement dans une dynamique certes forcée, mais aujourd'hui récompensée. Issus du protocole de Kyoto, les crédits carbone ont également fait émerger sur ce marché hétéroclite de nouveaux opérateurs, dont certains vertueux, qui proposent des démarches durables et locales dont notre territoire aura forcément besoin. Aujourd'hui, les acteurs historiques sont dans une stratégie massive d'investissement en vue d'une décarbonation totale et les prospects sont dans une course à l'innovation durable. Je déplore tout de même les investissements d'un groupe pétrolier français dans des puits de pétrole au Suriname, notamment tout en sachant que si ce n'était pas eux, peut-être d'autres l'auraient fait. Mais c'est un nouvel écosystème qui est appelé à se mettre en place ici, à Fos-sur-Mer. Et cela ne peut se faire qu'ici, parce que l'emplacement géostratégique du port industriel de Fos en a fait depuis les Romains le corps des échanges mondiaux, le cœur des échanges mondiaux. Osons le dire, Fos est le premier port industriel du Sud et l'un des tout premiers en Europe. Au Sud, la révolution industrielle, c'est forcément ici et nulle part ailleurs. Notre jumelle nordiste de Dunkerque, complément essentiel sur le range nord, n'a plus de foncier disponible pour épouser des perspectives de développement aussi importantes que les nôtres. Mais tout ne fut pas un allant de soi dans notre histoire. Les années 60 ont été celles d'un traumatisme de la verticalité autoritaire d'un État jacobin qui a décidé, sur le capot d'une déesse, que la plus grande ZIP d'Europe allait s'installer ici.
ni les habitants, ni les élus n'ont eu droit au chapitre. C'était, je l'espère, le monde d'avant, et l'avenir devra nous prouver que les choses ont réellement changé. Je le redis, je l'espère. Monsieur le sous-préfet lui-même souligne souvent cette verticalité. Porte de Camargue, en terre de crocs, Fos était un paysage unique, exceptionnel, qui n'avait rien à envier aux Saintes-Maries de la Mer. Nous pouvions nous rendre à Port-Saint-Louis à pied, Port-Saint-Louis, qui était d'ailleurs une partie intégrante de Fos-sur-Mer il y a encore 120 ans, Port de Bouc aussi, créé seulement en 1866. Je suis né en 1959. J'ai vu l'arraisonnement de nos paysages à l'arrivée du mastodonte industriel, qui a pris 7000 hectares sur les 9000 de la commune, auxquels s'ajoutent les 500 hectares de la raffinerie et des dépôts pétroliers. Traumatisme, damnation, nous aurions pu être éternellement un paradis de Camargue, une grande station balnéaire, mais l'histoire, avec un grand H, peut-être comme hydrogène, en a décidé autrement. Deux phénomènes ont fait leur œuvre depuis lors. Les témoins directs de cette histoire sont de moins en moins nombreux, et la majorité des Phocéens sont nés alors que la ZIP était déjà en activité. L'autre phénomène est celui du gène industriel, qui est devenu le nôtre, de cette culture que nous avons intégrée en travaillant dans les industries et en vivant près d'elles. Connaisseurs de l'industrie, nous le sommes, mais nous avons également été au combat pour le droit des salariés, pour la santé publique, pour la protection de notre environnement. Nous n'avons rien lâché, rien renié, et le mieux industriel a toujours été notre ligne, sans variation, sans compromission. Cette histoire est aussi mon histoire personnelle. Élu en 1995, maire en 2004, bientôt 20 ans, je me suis consumé dans ces combats qui m'auront tant coûté de ma vie personnelle. Et là où d'autres ont préféré aller dans le sens des plus forts, opter pour le silence, j'ai bravé avec les Phocéens l'injustice. Les Fosses, race d'aiglons, jamais vassales, notre devise, nous la portons au cœur et nous en avons toujours été dignes. Mais que ce fut dur. Avec les associations, nous avons fait notre devoir de citoyen et notre seul ennemi n'a jamais été que l'injustice. Le point culminant de l'outrance a été l'implantation de l'incinérateur de la ville de Marseille à Fos. Comment un élu, grâce à son pouvoir, à ses réseaux, a pu construire chez un autre ce qu'il n'avait pas le courage politique de faire chez lui? Que le maire de Marseille d'alors ait fait le choix de l'incinération, cela le regarde, même si cette solution me paraît archaïque. Mais le faire chez le voisin, avec la complicité de tous, cela dépasse toutes les trahisons qui ont pu être infligées à la démocratie et à la population phocéenne. Je le réaffirme, écoutez bien, je n'accepterai à l'avenir aucune augmentation de tonnage de cet équipement, ni aucune tentative de verdissement de son image. Au bout de ces combats, avec certes le sentiment du devoir accompli, mais celui également d'une injustice structurelle de notre système, je choisis de prendre du recul à la fin de l'année 2018. Voilà un an, mon cher Jean nous a quittés. Je dois revenir, le cœur lourd. Très vite, malgré tout, je sens que les conditions pourraient être réunies pour changer notre histoire industrielle. Chose encore inenvisageable il y a quelques années. Dès lors, je me suis astreint à un rythme frénétique pour faire le lien entre les industriels, les prospects, l'État, les populations et créer les conditions du miracle phocéen. Ce miracle qui montre notre ville sous un autre visage, celle d'une conquérante qui s'apprête à inventer l'industrie de demain, à redonner à la France le prestige qu'elle a perdu. Oui, je suis fier de ma ville, de ses habitants, de notre résilience à accepter une fois encore. L'histoire s'écrit ici. Bien sûr, rien
ce jour, mais nous pouvons réellement être les acteurs d'une nouvelle révolution industrielle, être à la genèse de nouveaux modèles vertueux et durables. Nous garderons bien sûr l'esprit critique, analytique, avant-gardiste que nous avons toujours eu. Il y a quelques années, par exemple, lorsque nous nous opposions au terminal GDF du Cavois, ce n'était pas contre son principe, mais son emplacement qui introduisait de nouvelles contraintes sur nos espaces. Il y aurait eu mieux à faire. Nous avons toujours été capables de penser et de proposer ce mieux industriel. Aujourd'hui, il pourrait se généraliser. Bien sûr, des espaces de la zone industrielle portuaire qui étaient restés tels quels depuis 50 ans vont devoir être urbanisés. Mais c'était leur vocation initiale, le destin qui leur avait été assigné dans les années 60 par les concepteurs. Il s'agit malgré tout d'un sacrifice supplémentaire, mais celui-ci, au regard de ceux que nous avons déjà faits, je le pense, est acceptable. Je pense bien sûr en particulier au Caban Sud, où sera la majorité de nos prospects, c'est-à-dire bien loin de la ville, au cœur de cette zone industrielle ou portuaire. Il faut aller au bout de la logique qui a prévalu il y a 50 ans et reprendre cette histoire interrompue. Mais la reprendre mieux, avec des principes d'engagement différents, durables et concertés. Si des espaces de la ZIP où la nature a repris ses droits doivent être rendus à l'industrie, ou si d'autres espaces anthropisés et à vocation industrielle doivent recevoir de nouveaux projets, cela se fera selon des objectifs de développement harmonieux de notre territoire. Le mieux industriel et le mieux vivre ne doivent faire qu'un désormais. Face au réchauffement climatique, nous sommes confrontés à des choix pour assurer aux générations futures des conditions de vie dignes d'un être humain. Les projets industriels qui se profilent à l'horizon sur la zone industrielle portuaire s'inscrivent dans cette démarche de transition énergétique. Je vous invite à un tour d'horizon de ces projets qui sont nombreux et en évolution constante. J'ai choisi ce soir de faire un point d'étape sur les 6 principaux, ceux qui sont les plus engagés et entraîneront le mouvement d'ensemble. À terme, c'est notre schéma industriel qui sera bouleversé et nous devrons aller au bout. Aller au bout, certes, mais avec quel projet et avec qui? D'abord, l'historique. Le géant de l'acier, ArcelorMittal, et ses 3000 emplois directs et autant d'indirects, acteurs majeurs qui mute et prend l'axe de la décarbonation. Arcelor va investir d'ici 2030 1,7 milliard pour accélérer la décarbonation sur ses sites de production à Dunkerque et à Fos. Ici, le démarrage du four à poche permettra de réduire de près de 10%, c'est déjà ça, les émissions de CO2 dès 2025. Avec le soutien de France 2030, d'ici 3 ans, le haut fourneau sera remplacé par un four à arc électrique. N'oublions pas qu'Arcelor a été le premier acteur du territoire à déployer un champ photovoltaïque de 45 000 panneaux. Je salue ce soir Madame Bois qui est avec nous et qui représente Monsieur le directeur Bruno Rigaud. Je n'oublie pas bien sûr Kemwan, autre opérateur du territoire qui évolue. Nous avons inauguré hier 3 beaux projets, dont une barge hybride et de nouvelles installations économes en énergie et en carbone. Merci à Kemwan et bravo pour, j'allais dire, cette résilience aussi. Les 5 autres projets que je souhaite vous présenter ce soir vont révolutionner notre industrie d'aujourd'hui et devenir les précurseurs de l'industrie de demain. Restons dans l'acier. Gravity envisage la production d'acier très bas carbone d'ici 2027. Ce site de 70 hectares procédera à la réduction directe du fer à l'hydrogène. Il aura une capacité de 2 millions de tonnes par an de minerai de fer pré-réduit, un investissement de 2,2 milliards d'euros et 3 000 emplois créés, dont 500 emplois directs sur le site sont annoncés. À leur tête, et je le salue lui aussi, José Noldin, qui est là ce soir avec nous, et avec son équipe.
Comme nous l'avons entendu lors de l'intervention de Jean-Philippe Gendarme, l'hydrogène est au cœur de cette révolution industrielle. Ainsi, H2V va produire de l'hydrogène vert par électrolyse. Implantée elle aussi au Caban Sud, sur une surface de 40 hectares, H2V annonce une production de 84 000 tonnes par an d'hydrogène, un investissement de 910 millions d'euros et 850 000 tonnes de CO2 rejetées en moins dans l'atmosphère chaque année. Je remercie Alexis Martinez qui nous a fait lui aussi le plaisir d'être des nôtres ce soir. ELYSE, Neocarb, ce projet industriel consiste en la production d'e-fuel, vous en avez entendu parler tout à l'heure, avec une implantation au nord de l'usine d'Ascométal, en lien bien sûr avec la plateforme industrielle d'innovation du Caban-Tonquin, Pictou. Ce projet, porté par ELYSE Énergie, est une activité industrielle innovante, accélératrice de la transition énergétique. Un projet qui pourra s'avérer révolutionnaire en permettant la décarbonation de l'industrie et des mobilités lourdes, notamment dans le domaine maritime. Sur ces 51 hectares pourraient être créés 500 emplois directs et indirects pour 2 milliards d'euros d'investissement. H2V serait et sera, je l'espère, aussi sur ce créneau, mais la demande inverse de e-carburant permettra à chacun de trouver sa place sur le marché. Merci à Ludovic Isoard et à ses équipes qui sont là aussi, bien sûr, ce soir. Enfin, premier projet de ce tour d'horizon du Caban, avec celui qui est habituellement le plus rapide dans son cadencement, la société Carbone. La concertation a débuté il y a 8 jours pour l'implantation de cette giga-usine de construction de panneaux photovoltaïques. Elle serait implantée sur, vous avez vu les garants de la CNDP, sur reste conditionnel. Hein. Non, je passe le message. Elle serait implantée sur 60 hectares, toujours dans la zone du Caban, avec un investissement annoncé de 1,5 milliard d'euros et la perspective de 3 000 emplois directs. Carbone s'inscrit dans un objectif de reconquête du marché du photovoltaïque et se présente comme une entreprise intégrée et ultra connectée. Près de 200 personnes ont participé à la première réunion à la Maison de la Mer, avec un intérêt fort pour cette démarche ambitieuse et volontariste. Une fois n'est pas coutume, mon cher Pierre-Emmanuel Martin, je vous ai gardé pour la fin, vous qui faites pourtant souvent la course de tête. Éloignons-nous de la ZIP et allons du côté des étangs de Lavalduc et de Langrenier avec le projet Ivance. Je suis certain que peu dans cette salle, dans notre ville et dans les autres communes de notre bassin de vie, savent que cet étang est un espace à vocation industrielle. À l'origine, le site comportait une usine de soude pour assurer la production de savon de Marseille. Décidément, les destins de Fos et de Marseille sont souvent liés. Le projet Ivance porterait sur l'implantation de, entre le savon et l'incinérateur, il y a quand même de la marge. Le projet Ivance porterait sur l'implantation de 500 hectares de panneaux photovoltaïques flottants avec une production d'hydrogène par électrolyse. Un investissement de 600 millions d'euros pour une production annoncée d'électricité de 300 MW. J'ajoute que l'unité de production située entre les deux étangs serait révolutionnaire dans sa conception de forme circulaire et talutée. Elle se protège d'une éventuelle submersion marine, mais elle protège aussi également les alentours du risque lié à son activité. Elle aurait également un cachet futuriste et artistique. Je sais que les équipes de François Billard, qui est là ce soir, y travaillent ardemment. Je vous remercie bien sûr d'être ici. Ces différents projets feront l'objet bien sûr de concertations individuelles ou groupées. Vous aussi aurez la possibilité de vous exprimer dans le cadre de chaque enquête de cette concertation et de chaque enquête publique, bien sûr. N'hésitez pas, et surtout, n'hésitez pas à être impliqué, d'être présent et d'apporter votre vision des choses. Vous l'aurez compris, cette cartographie est donc mouvante. Les prospects sont encore très nombreux et il ne se passe pas une semaine sans que de nouveaux rendez-vous me soient demandés
pour présenter une innovation d'entrant dans cette dynamique générale. Ensemble, avec la population et les porteurs de projets, nous déciderons de l'opportunité pour chaque projet de se concrétiser, tout en sachant que d'autres prospects se présenteront au fil du temps. Cette présentation concerne les projets les plus aboutis et conséquents à ce jour, ceux-là même qui vont irriguer notre territoire de plus de 11 milliards d'euros d'investissement et de plus de 10 000 emplois supplémentaires. Mais n'oublions pas que nous sommes un port et que notre port continue à se développer, à se moderniser, à installer de nouveaux portiques, à investir de nouvelles surfaces, apportant de nouveaux emplois dans ce domaine. N'oublions pas le P de la ZIP. Il est primordial que les projets industriels soient associés au trafic maritime et aux métiers portuaires. C'est vrai à M. Martel que je l'ai dit. Si tout se passe bien, des investissements très importants irrigueront notre tissu économique. C'est pour cela que j'organise le mardi 10 octobre prochain une rencontre à la halle polyvalente dédiée uniquement aux acteurs économiques et industriels qui souhaitent rencontrer les principaux porteurs de projets pour anticiper les synergies et les co-traitances, pourquoi pas. Ce business meeting constitue un autre jalon essentiel de la démarche globale. J'invite tous les industriels, les PME, les artisans du territoire à s'y inscrire pour faire du lien et faire que les projets soient les plus circulaires possibles et profitent à l'économie locale. Première fois, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir quand même. Il serait également dommage que ces projets industriels ne puissent bénéficier du savoir-faire que nous cultivons depuis des années sur notre territoire. Cependant, face à l'ampleur du tsunami industriel qui se profile à l'horizon 2030, notre ville, par la dynamique et l'innovation portée par ces projets industriels, va être sous les projecteurs. Nous aimerions que l'État mette autant de force pour faciliter l'implantation de ces unités que dans les études de réalisation des infrastructures routières et ferroviaires, bien sûr. En effet, la condition sine qua non de la réussite de ces projets et de leur acceptabilité par les populations et par le territoire repose sur un engagement fort de l'État à financer des projets d'infrastructures routières, ferroviaires et bien sûr maritimo-fluviales. L'État se doit de réparer les manquements et les défaillances du passé. Remontons 50 ans en arrière. Je ne vais pas vous montrer une nouvelle fois les images de Guinard, où l'État, dans un journal du 20h, s'engage à construire des infrastructures de transport à la hauteur des enjeux de la plus grande ZIP d'Europe. C'était un journal de 1971. Il y a urgence, comme pour le réchauffement climatique. Nous sommes au pied du mur. Depuis, rien n'a été entrepris. Nous en sommes au même point qu'au démarrage de la ZIP, avec un trafic routier qui s'est intensifié au fil des décennies. À côté, ferré et fluvial, pas de grandes décisions. La gare de Miramas, arrachée au forceps, n'a été prise depuis, aucune décision n'a été prise permettant une véritable intermodalité. Là aussi, il y a quelques projets, on en parlera aussi un peu plus tard. Et côté fluvial, le projet de la fameuse liaison Rhin-Rhône qui est resté dans les cartons. En 1995, je suis élu maire. La ville de Fos était adhérente à une association qui était l'association Rhin-Rhône, qui a disparu après quelques ministres et pour j'espère que ça reviendra. Il est encore temps d'agir, de débloquer les finances nécessaires afin de doter ce territoire des infrastructures indispensables à son développement. Il faut une prise de conscience et des moyens. Le contournement Martigues-Port-de-Bouc est bouclé administrativement depuis des années et aucun coup de pelle n'a été donné, faute de budget. Il faut aller vite, donner les moyens. La liaison Fos-Salon avec le combinatoire barreau des étangs au nord est indispensable. Le quoi qu'il en coûte du Covid
doit être un quoi qu'il en coûte pour développer et décarboner notre zone, et ce faisant donner un nouveau modèle industriel au monde et un avenir à nos enfants. J'en appelle à la responsabilité de l'État, j'en appelle également à la métropole, au département, à la région. La région, cette dernière, n'inscrit pas les routes dans ses priorités. Il faut que cela change, car le routier peut aller de pair avec l'écologie. Il suffit de penser de nouvelles routes écologiques, il suffit également de les connecter à d'autres modes de transport. La transition énergétique et la décarbonation, c'est l'écologie au sens le plus fort. Et sans les routes, elle ne pourra pas être mise en œuvre à force. Par ailleurs, le Rhône est là, connecté à l'Asie. Osons le fluvial, comme Kenwan. N'ayons pas peur d'aller de l'avant, sous peine de revenir en arrière et de tout rater. Nous sommes à l'aube d'une révolution industrielle, je le crois, j'en ai envie, qui va marquer au-delà de notre territoire, notre pays, notre continent. Soyons à la hauteur de ces industriels qui n'ont pas peur d'entreprendre, de changer les codes. Bravo à vous tous qui sont là devant ce soir. Arrêtons cette France à deux vitesses où certains osent et d'autres se contentent de regarder. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Les délocalisations continuent en France. Nous avons la chance d'être dans un pays qui a des moyens et des ambitions. Qu'attendons-nous pour agir et donner les conditions de ce mieux industriel? Dans ce tournant de l'histoire, nous avons la chance d'avoir des acteurs exceptionnels. Avec le préfet Myrman, avec monsieur le sous-préfet Passérieux, mais également avec tous les partenaires institutionnels et économiques. Le lab territorial est l'expression de cette volonté collégiale d'aller vite et de s'appuyer sur des indicateurs scientifiques fiables pour faire les bons choix. L'histoire nous regarde. Soyons à la hauteur. La ville est au cœur de ce mouvement, mais elle ne peut pas tout. L'État a la majorité des cartes en main pour faire de cette zone d'exception un enjeu d'État. Les futures lois, notamment la loi Industrie verte, mais également la mobilisation des budgets nécessaires, donneront le cadre attendu. Les porteurs de projets ont la confiance de la ville, je le redis ce soir. Les Phocéens connaissent l'industrie et savent qu'elle peut être résiliente. C'est leur combat de toujours. Rendez-vous sur les différentes concertations pour conduire ensemble un nouvel avenir. Je l'ai dit mardi soir à la Maison de la Mer, ne nous trompons pas d'objectif. Ce qui compte est la réussite globale et le mouvement vertueux. Ne soyons pas suspicieux par principe sur chaque projet. Nous devons être unis, entreprenants face à cet ennemi qui menace notre planète, le réchauffement climatique, et son lot de dérèglements qui affectent et menacent l'humanité. Fos, je l'espère, sera ce modèle d'exemplarité, de résilience et d'innovation. Notre écrin de vie pourrait enfin trouver une ambition environnementale comparable du côté de l'industrie. Je vous remercie bien sûr à tous d'être venus ce soir entendre cette bonne parole. Et ce soir, j'oserais le dire, vive l'industrie du futur, vive Fos, le démonstrateur de demain. Merci à tous.